Jonathan Mouchemblé disait « Notre cerveau est comme un petit village d'Afrique victime de l'exode rural. Il y a des cases vides. » Charles Trenet disait « C'est un mystère qu'on n'explique jamais. Pourquoi sur la terre d'Afrique, le bon Dieu est-il blond? Le grand succès des ennemis d'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes. Les continents se réfèrent à des valeurs différentes. La pensée en Europe, la parole dans le monde arabe, le geste en Inde, le signe en Chine et au Japon, le rythme en Afrique. Une autre citation dit « Droit devant, c'est le Sud, l'Afrique. À ma gauche, les Russes. À ma droite, les Amerlocs. Les premiers crèvent de faim, les seconds d'envie et les troisièmes d'indigestion. » Mais quelques citations de Kwame Nkrumah va réveiller notre esprit, sinon nos esprits. Nkrumah disait « Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces de ce monde. L'indépendance n'est pas que le prélude d'un combat nouveau et plus complexe pour la conquête du droit de diriger nous-mêmes nos questions économiques et sociales. Enfin, il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. Les révolutions sont provoquées par les hommes, par des hommes qui pensent comme des hommes d'action et agissent comme des hommes de pensée. Freshnel, Christella, vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces citations que j'ai lues d'entrée de jeu? Alors déjà, ces citations nous ramènent déjà dans l'événement qu'on a déjà annoncé ici dans l'émission passée, la 5e anniversaire de la présentation officielle du vocat défenseur de l'Afrique. Donc, il s'agit ici, dans les citations, de défendre l'Afrique, de parler de ce que l'Afrique est et de ce que l'Afrique doit être par rapport à tous les péripéties que l'Afrique a subies, commençant par la colonisation. Et si moi j'ai bien compris, la plupart de ces citations viennent des enfants africains qui, en quelque sorte, s'approprient de cette Afrique-là. Par exemple, celui-là qui dit que l'Africain pense que Dieu est blanc, parce que on lui a dit que Dieu est blanc. Il est européen, hein, d'ailleurs, il faut le signaler. Et voilà, donc blanc, européen, c'est une pensée qui vient de quelque part. Et ces gens ont dit ou ont véhiculé la pensée selon laquelle le Christ et Dieu sont blancs parce qu'ils voulaient dominer sur les autres. Et l'Africain aussi tombe dans la même erreur lorsqu'il veut faire de Dieu noir. Donc finalement, ça devient du racisme de part et d'autre. Dieu n'a pas de couleur, Dieu est neutre, Dieu appartient à tout le monde, Dieu appartient aux blancs et à ceux qui sont noirs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et en ce qui concerne l'Afrique qui est née en moi, j'espère que c'est Nkrumah qui dit ça. Le premier président du Ghana, justement. Voilà, qui n'est pas né en Afrique, que l'Afrique est née en moi. Justement. Voilà, cette pensée-là, il veut tout simplement dire que en tant qu'enfant de l'Afrique, c'est à lui de faire valoir cette Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est lui. L'Afrique, ce n'est pas que le continent. L'Afrique, c'est lui l'individu. Et en faisant de telle façon ou en pensant de telle façon, il se fait l'Afrique lui-même. Il se fait donc, en quelque sorte, l'avocat défenseur de l'Afrique en pensant le développement, le devenir de l'Afrique. Très bien. Christella? De ce que j'ai pu retenir, c'est que aujourd'hui l'Afrique est en train de devenir transparente. Elle devient transparente, ses cultures deviennent transparentes, ses idéaux deviennent transparentes et laissent place
aux idéaux et aux pensées européennes. Aujourd'hui, l'Africain est en train d'oublier son identité, est en train d'oublier son histoire pour prémouvoir l'histoire et l'identité européenne. Et on devient comme un verre transparent dans lequel on ne met que tout ce qui est mauvais. Je ne dirais pas que les traditions européennes sont totalement mauvaises pour nous, mais on est juste en train de récolter ce que je peux dire comme étant appartenant à eux et oublier ce que nous avons déjà. Voilà, donc c'est ce que je peux retenir de ça. Très bien, alors je pense que toutes ces explications renseignent nos téléspectateurs sur ce que est l'Afrique aujourd'hui, ce qu'a été l'Afrique hier. Mais ici, il est question de dire ce que sera l'Afrique demain. Freshnel, nous sommes au mois de juin. La semaine passée, c'était le mois de mai. Il y a eu un événement majeur qui a eu lieu le 25 mai. Il s'agissait de l'avocat défenseur de l'Afrique. Il s'agissait du 5e anniversaire de l'avocat défenseur de l'Afrique. D'ailleurs, il est avec nous sur le plateau. Tout à l'heure, il va intervenir. Mais très rapidement, une parole sur cet événement, rapidement, pour ouvrir véritablement notre émission. Voilà, donc il s'agissait de la 5e anniversaire de la présentation officielle de l'avocat défenseur de l'Afrique. Il nous avait invités à cette célébration. Le professeur Théophile Obenga était aussi là. Alors qu'est-ce qu'on a retenu ou qu'est-ce que l'on peut faire comme résumé de cet événement? Le résumé est que l'Africain a maintenant le souvenir de son Afrique et il en fait un mémorial. Donc pour lui, l'année ne peut pas passer sans qu'il pense à son Afrique. Et lorsqu'il pense à son Afrique, il n'est pas seul, il convie ses amis, comme l'a fait l'avocat défenseur de l'Afrique. Il y a eu des intellectuels, il y a eu des artistes qui étaient au rendez-vous pour dire ou parler de l'Afrique selon leur manière de penser. Les peintres ont peint l'Afrique, les linguistes ont parlé aussi des langues africaines et même d'une écriture qui est déjà inventée pour contribuer au développement de l'Afrique. Et aussi le professeur qui était là comme la couronne de l'événement, il a parlé aussi de cette Afrique et surtout de quelque chose que j'ai retenu, l'oubli. L'Afrique tombe dans le sous-développement, dans ce néo-colonialisme parce qu'il est tombé dans l'oubli. L'oubli de son histoire, l'oubli des événements marquants, l'oubli parce qu'il se dit l'événement est mauvais, il ne faut pas s'en souvenir. Mais on a appris que peu importe l'événement, mauvais ou bon, on doit toujours garder un mémoire pour tous les événements parce que le développement s'appuie sur quelque chose. On ne peut pas tout mettre de côté, on doit s'appuyer sur l'histoire et il ne faut pas qu'on oublie. On doit toujours garder le mémorial des événements que notre Afrique expérimente parce que c'est sur la base de ces événements que l'Afrique sera comme ça propulsée, que l'Afrique va connaître son développement. Voilà. Très bien. On souffre tous de l'amnésie de l'histoire. Monsieur Alexis, bonsoir. Bonsoir, Dixon. C'est un réel plaisir d'être avec, de vous recevoir encore ce soir, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs que ce soir, monsieur Alexis Bongo est notre invité. Il n'est pas co-animateur dans ce numéro de Convergence et Révolution culturelle. Il est notre invité. Il est à nous trois. Alors, monsieur Alexis, il y a eu le 25 mai, il y a eu vous, il y a le monde, il y a l'Afrique, il y a Convergence et Révolution culturelle, et enfin, il y a les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous dites d'entrée de jeu? Bon, mais ce qu'on peut dire pour planter le décor, c'est qu'il y a eu dans l'histoire un 25 mai 2017, et il y a eu le fait que ce combat a tenu la route. 5 ans plus tard, on s'est retrouvé encore à ce 25 mai 2022, comme qui dirait que nous avions osé en 2017 et
on serait tenté de dire grâce à Dieu. Donc grâce à Dieu, grâce au Dieu, nous avons pu tenir la route, parce que une chose est de se déclarer un jour avocat défenseur de l'Afrique, une autre est de se comporter comme tel pour l'Afrique, et une autre encore de tenir longtemps durant, parce que ce n'est pas une mince affaire. Nous disions dans l'émission passée où nous introduisions le 5e anniversaire que c'était pas une question d'honneur, de prestige, de gloire, comme nombreux le pensent. Beaucoup d'Africains pensent que c'est du cinéma, ou bien c'est une plaisanterie, ou bien... c'est du m'as-tu vu. Du m'as-tu vu, mais il s'agit d'un challenge, donc d'un sacerdoce, on pourrait même dire sacré pour le continent, parce que, comme le stipule la pensée du jour, c'est à nous-mêmes Africains de défendre notre continent, l'Afrique. Parce que personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Et surtout, on leur dit ça, personne d'autre n'a d'ailleurs intérêt à le faire. Parce que ce n'est pas quand même aux Asiatiques de se battre pour l'Afrique, ni moins encore aux Américains de se mouiller le maillot pour le continent africain. La France, n'en parlons même pas, parce que c'est le dernier État voyou du monde. La France qui a planté ses griffes, ses serres dans la chair du continent depuis des siècles, refuse de les retirer malgré les droits de l'homme. Elle se targue d'être défenseur des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, mais qu'elle commence par retirer ses serres des chairs, de la chair sanguinolente du continent. Un continent aujourd'hui exsangue du fait de l'impérialiste occidental. Alors, très bien, donc, chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il s'agissait de l'Afrique, il s'agit de l'Afrique. Christella, rapidement, est-ce qu'il y a une question comme ça à l'endroit de M. Alexis, avant qu'on diffuse nos images sur la conférence, sur l'événement, rapidement? Ok. Vous m'avez dit une question, mais cette question va aller peut-être pour me donner au moins 2 réponses. Pour nous qui avons découvert cette institution, si je peux appeler ça comme ça, il y a à peine une semaine, pour vous, c'est quoi en fait, avocat défenseur de l'Afrique? Si vous pouviez nous faire encore un résumé 5 ans après, pour les téléspectateurs que vous avez rencontrés en 2017, d'où vous vient en fait cette inspiration et c'est quoi pour vous l'avocat défenseur de l'Afrique? Bon, merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Parce qu'à la base, il faut savoir déjà c'est quoi. Quand on ne sait pas ce que c'est, donc on ne fera jamais rien de bon. Il se trouve que notre continent, on ne nous l'avait pas dit à l'école, est le continent dans l'histoire de l'humanité qui a souffert le plus. Notre continent, l'Afrique, est le continent le plus humain du monde. Le continent le plus humaniste du monde. Notre continent, l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est ce continent où règne le Bomoto, le Muntu, le Kimuntu. C'est le berceau de l'humanité. Voilà. Ça dit tout. Donc, du fait de ce bon sens, l'Afrique a été rendue esclave, piétinée, esclavagisée, acculturée, et l'Afrique est pillée à outrance depuis des siècles. Voilà. Donc, du coup, on ne nous l'a jamais dit à l'école, il manquait un défenseur au continent. Parce que tout ce qu'on nous apprenait là-bas, c'est d'adorer l'Occident impérialiste. Pour nous, les Congolais ici, c'est la France, c'est Paris, c'est la Tour Eiffel. Comme si ça se mangeait. Maintenant, un jour, nous nous sommes rendus compte de cette incongruité. On nous cache des choses à l'école. N'est-ce pas? Et nous avons dit qu'il faudrait que nous restaurions la mémoire du continent. Que nous puissions remettre les points sur les i. C'est-à-dire que nous puissions dire aux Africains, avec Cheikh Anta Diop et le professeur Théophile Obenga, que fini ce cinéma-là où on voit Moïse sortir les enfants d'Israël d'Égypte dans le film de Cécile B2000, un très beau film que nous aimons beaucoup. Mais Moïse est blanc, les Égyptiens sont blancs. Là, c'est contre nature. Alors, parce que ni Moïse, ni les Égyptiens n'étaient blancs. Donc,
remettre la vérité sur ses bases, c'est défendre le continent. Tirer la sonnette d'alarme, réveiller les consciences africaines endormies, c'est défendre le continent. Donc, frapper du poing sur la table pour dire, on nous enseigne des faussetés historiques à l'école. Vous voyez des docteurs, des professeurs en histoire qui ignorent tout de leur propre histoire et qui avalent ces insanités-là, destinées à maintenir l'Afrique la tête sous l'eau ou bien la tête dans l'eau. Mais ça contribue à l'esclavagisation encore du continent, à maintenir ce continent esclave. Donc défendre l'Afrique aujourd'hui, c'est briser le joug sur son cou, afin que les filles et fils d'Afrique comprennent que nous sommes le continent berceau de l'humanité, que nous ne sommes pas pauvres, mais appauvris, comme le président Mobutu l'avait dit en 1972 aux Nations Unies, et que ceux qui nous appauvrissent là, c'est ceux-là qui entrechoquent nos têtes chaque fois pour que le chef d'État en place soit toujours menacé par ses opposants et que lui joue aux arbitres, ou c'est le président qui est renversé, qui s'enfuit, se réfugie en France, ou c'est l'opposant qui, ne trouvant pas de solution, s'en va se réfugier là-bas. Dans tous ces deux cas de figure, c'est la France qui gagne. C'est l'Occident impérialiste qui gagne. Donc, l'ayant compris, nous ne pouvions pas nous taire. Nous étions bien obligés de rassembler les autres autour de nous et de dire cette vérité en suivant l'exemple de tous nos prédécesseurs. C'est ça, être l'avocat défenseur de l'Afrique. Alors, chers téléspectateurs, très rapidement, nous allons lier les images, les preuves à la parole, à la théorie. C'est pourquoi nous demandons à notre équipe technique de nous balancer la première image, s'il vous plaît. Ernick Kengouya, l'image. Ernick. Elle danse, elle chante. Elle chante, elle danse. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse, elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Mais sa plus grosse bêtise, c'est quand elle chante. Elle danse même quand les choses vont mal. Tu étais faible, facile à violer. On abusait de toi sous ton propre toit. Une partie centrale et intime de ton corps de femme. Nu de volume char, nu de 2 345 000 km², était devenue une propriété de Léopold II. Mon arme sur l'épaule, je ôterai ton âme. Toi, Léopold II, t'es un homme à haïr. Tu as abusé d'usage, tu faisais mauvais usage, même sous l'orage. Tango bana ba poussa na ba classe na bango ba tuna ka ba odi ko tanga monoko nini ya mapaya. Mais biso ba congolais to ana passe oyo ningai niyo to sali que to kutana na ngote ngai na ka porter que plus message na ngai na ba jeune. Les jeunes wana baya na ba complexité. Il faut tango bazo bima na mboka oyo partout bazo tambola. Il faut ba lo ba monoko na biso. Betango nyonso na continuer ko betaka cité na ba dirigeant ya mboka na biso. Ba état ba école oyo ba enseigner bana na biso minoko na biso moko. Et donc j'ai un espace à 4 dimensions. Il y a X, Y, Z et T. Donc lorsqu'on veut réparer quelque chose, nous avons X, Y, Z et T. Alors, le plus grand savant du siècle, celui qui est connu, le plus grand savant Einstein, a travaillé dans E4 ou bien R4, donc l'espace à 4 dimensions. Et il a utilisé l'expression X, Y, Z, ICT. Et l'acte de naissance du Congo, capitale mondiale de mathématiques, nous avons montré que ceci n'est pas un espace à 4 dimensions, mais en réalité un espace à 6 dimensions, et là, touchons pour autour. Parce que lorsque nous prenons C, c'est la vitesse de la lumière ou la célérité.
Et lorsqu'on voit la vitesse, voyage dans l'espace. Donc, on peut donc décomposer en tant que vecteur vitesse Cx plus Cy plus Cz. Racine carrée de 2c. Quand nous prenons racine carrée de 2c, on multiplie au carré, alors on aura 1 moins racine carrée de 2c au carré, on aura 2c au carré sur c carré, nous aurons 1 moins 2 et on aura moins 1. Racine carrée de moins 1 qui donne ce qui ont fait nombre complexe en terminale, savent déjà que I c'est la racine carrée de moins 1. Et donc, physiquement, ça veut dire que lorsque nous sommes dans cet espace, nous avons des vitesses qui vont plus vite que la lumière, la vitesse de particules. Donc, la vitesse de particules est racine carrée de 2 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Vous avez une coordonnée X, vous avez une coordonnée Y, vous avez une coordonnée Z, et dans un temps, vous avez aussi un temps donné. Maintenant, de même manière, la célérité aussi a ses coordonnées, vu qu'elle se déplace. Au point 0, elle a un point fixe, mais en se déplaçant, ses coordonnées X, Y, Z changent. Maintenant, faire de la célérité un point qui est indépendant des autres coordonnées X, Y, Z, c'est ça que je n'ai pas compris. Nous avons le thème d'aujourd'hui, comprendre le monde. Nous savons que chaque peuple digne de ce nom a son écriture. Chaque peuple digne de ce nom a sa langue. Chaque peuple digne de ce nom a sa culture. Et dans la manifestation culturelle propre à un peuple, le peuple s'identifie par ses valeurs culturelles. Aujourd'hui, si un arabe écrivait, il n'écrirait pas avec l'alphabet qu'on nous a appris, l'alphabet latin, mais il écrivait en arabe. Un chinois, pareil. Un russe, de même. Mais quand un Congolais écrira, c'est difficile qu'il s'identifie parce que, au passage, on ne saura pas que c'est un Congolais qui a écrit ou un Africain. Parce que l'écriture qu'il utilisera ne sera pas son écriture. Donc, le zouk s'écrit sur la base des combinaisons. Il y a des combinaisons de 2 lettres. On prend, par exemple, le son, bas. En 2 lettres, on met le B est là, et le A est là. Bas. Ma, par exemple, il y a le M et le A. Donc, on pourrait écrire soit Nga, il y a 3 lettres, il y a le N, il y a le G ici et le A. Dit donc que la culture est l'expression de l'âme d'un peuple dont la langue est son véhicule principal. Dit-on qu'un peuple coupé de sa langue est coupé de sa culture. Or, un peuple coupé de sa culture est semblable à un arbre coupé de sa racine principale. Fanera et tôt ou tard, avec ou sans tempête, finira par tomber. Un peuple coupé de sa langue est coupé de sa culture. Et un peuple coupé de sa culture propre est semblable à un corps sans âme. C'est ça qu'on enseigne aussi dans l'école. Le moment que les enfants d'Israël, ils ont leur pays propre Israël, qui apparaît sur la carte du monde, ils ont voulu construire un temple pour se souvenir de cette liberté. Il y avait un savant qui avait dit que non,
tout ce que vous allez dépenser pour construire le temple, il faut me donner cet argent. Et je vais construire les universités. Quand vos enfants ils vont étudier, après eux-mêmes ils vont construire les temples. C'est ça qu'ils ont fait. Le petit pays Israël, aujourd'hui, l'économie du monde se trouve dans leurs mains. S'il y a 200 personnes qui ont pris le prix Nobel, parmi les 200, il y a 180, ce sont les Juifs. Dame sur la langue maternelle, toi, à travers le slam, tu défends notre histoire d'une Afrique violée par son... Quand ils ont reconstruit, quelqu'un demandait à un japonais, est-ce que vous allez revancher contre l'Amérique? Ils ont dit, pour nous, c'est suffit. Aujourd'hui, la télé qui se trouve dans la Maison Blanche, c'est fabriquée au Japon. Pour se souvenir de cette liberté. Il y avait un savant qui avait dit que non, tout ce que vous allez dépenser pour construire le temple, il faut me donner cet argent. Et je vais construire les universités. Quand vos enfants ils vont étudier, après eux-mêmes ils vont construire les temples. C'est ça qu'ils ont fait. Le petit pays Israël, aujourd'hui, l'économie du monde se trouve dans leurs mains. S'il y a 200 personnes qui ont pris le prix Nobel, parmi les 200, il y a 180, ce sont les Juifs. Le Japon était détruit. Quand ils ont reconstruit, quelqu'un demandait à un japonais, est-ce que vous allez revancher contre l'Amérique? Ils ont dit, pour nous, c'est suffit. Aujourd'hui, la télé qui se trouve dans la Maison Blanche, c'est fabriquée au Japon. L'Allemagne était détruite, ils ont reconstruit. Ils ne parlent pas là-bas français ni anglais. Ils ont gardé leur langue. Mais celui qui va partir chez eux, il est obligé d'apprendre. C'est ça que si vous voulez qu'on prospère, il faut indiquer aux jeunes. Créer les universités, jusqu'à bac c'est bon. Tous les enfants fréquentent. Ils ont envie d'apprendre, mais il n'y a pas d'université, ils vont apprendre comment. Ils vont prospérer comment. Il y a 2000 candidats pour Nissa, mais ils ont seulement peut-être 150 qu'ils vont choisir. Mais le reste, ils vont partir où? C'est faux acquis. C'est ça qu'il faut prospérer. Il faut créer la université. Il faut forcer à l'État. C'est la responsabilité de l'État. Nous sommes en train de perdre nos jeunes. Lisez la Bible, car en lisant la Bible, vous connaîtrez le voleur et ce qui vous a été volé. C'est une grande thèse que nos théologiens n'ont pas encore eu le temps de scruter. Mais modestement, en se penchant sur cette thèse, effectivement, nous sommes arrivés à découvrir dans le corpus de la Bible des choses qui pourraient basculer tout le cours de l'histoire. C'est entre autres, je dis entre autres parce qu'il y a plusieurs prophéties qui devaient amener l'homme africain à s'approprier le discours de la Bible. Parce qu'il n'a pas été écrit par nous, il n'a pas été rassemblé par nous. C'est donc l'Afrique où l'homme africain est mis en évidence dans ce discours. Cela veut dire que nous le méritons. Et je voudrais vous citer un passage du livre du prophète Ésaïe, qui est un prophète majeur. Parce que dans le corpus de la Bible, il y a des petits prophètes et il y a des grands. Lui, il est le grand, qui a vécu au XVIIIe siècle avant notre ère. Il a dit beaucoup de choses, comme dans le chapitre 18, mais je vais vous lire un verset
dans le chapitre 19 pour que l'homme africain aujourd'hui comprenne le monde et comprenne sa position par rapport au monde. Et pourquoi dernièrement à la télévision, quand on a été invité, j'étais avec mon frère Obambe, nous avions dit, ce n'est pas la Russie qui est attendue, ce n'est encore moins l'Occident qui est attendu. La crise que le monde vit aujourd'hui consacre la fin d'un système qui ne peut plus. Mais si le monde doit se redéfinir, ce serait sous un angle qu'on va appeler l'Afrique. Comprendre le monde en poète. Le temps ne passe pas, c'est nous qui passons. Ce n'est pas la terre qui est menacée, mais c'est l'homme qui est menacé. Face à ce monde qui convulse dans le déséquilibre le plus absolu, l'Afrique doit adopter une attitude de combat et combattre l'homme, combattre l'oubli, combattre les imperfections qui n'assurent que la ruine de ce continent. Il faut que les Africains sachent créer des opportunités à partir de ces tourmentes. Il ne s'agit plus de criser. Crise, crise, crise encore. Mais il s'agit d'abattre la crise comme on n'abat un arbre. Tous les systèmes d'évolution déglinguent dans la machinerie de nos pays. Nos systèmes éducatifs produisent plus de chercheurs d'emploi que de créateurs d'emplois. Nous sommes faussés depuis la racine. Au-delà de nos slogans, nous ne sommes qu'un prestigieux échec de développement. Pourquoi? Eh bien parce que les Africains brillent par l'art de combattre la réalité par l'illusion. Cicéron avait dit, être un homme, c'est faire un enfant. Planter un arbre, c'est écrire un livre. Fin de citation. Je porte des maisons en fer, brisées, besoin d'un soudeur, des blessures sur mon corps, besoin d'un médecin, besoin d'un médecin, besoin d'un médecin. Il faut un leader avec une vision. De la révolution, il y a rêve et évolution. C'est le rêve qui impulse l'évolution. Il faut un leader avec une vision pour changer, résoudre, guérir, soigner des plaies. Je porte l'Afrique, je porte le Congo, je porte le Sénégal, je porte la RDC. Je porte le Tchad. Il faut un leader avec une vision. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes tellement concentrés. Tellement emportés oui. Donc, mais il s'agit ici de la journée du 25 mai, qui est une journée mondiale consacrée à l'Afrique, et lors de cette journée, il est question d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement des peuples africains. C'est pour ça que nous avons organisé cet événement, et vous avez certainement remarqué qu'il y avait parmi nous des gens d'ailleurs, comme notre frère Saïd. Ça se montrait qu'il n'est pas... Monsieur Saïd Abba. Monsieur Saïd, justement. Donc, c'était ça, l'Afrique en miniature. Alors, Freshnel, rapidement,
des impressions sur ces images que nous avons vues. Alors, avant de donner mes impressions, je me rappelle encore la dernière émission qu'on avait fait avec l'avocat défenseur de l'Afrique. On lui avait posé la question, quel est le bilan? Donc, en suivant les intervenants, déjà j'ai une idée du bilan. C'est vrai, lui-même il va nous dire aussi, peut-être que ce n'est pas ce que moi j'appelle bilan, il a peut-être une autre idée. Mais déjà là, vous avez vu, il n'y a pas eu que l'avocat défenseur de l'Afrique seul à l'événement. Il y en a eu plusieurs. Il a fait appel à d'autres enfants de l'Afrique qui sont aussi des avocats défenseurs de l'Afrique, même s'ils ne l'ont pas déclaré. On a entendu les poèmes, on a entendu la dame, Maman Diane, qui a comme ça réclamé une langue africaine aux Africains. On ne doit pas continuer à utiliser les langues occidentales afin d'apprendre, parce que aussi longtemps que nous allons continuer à utiliser leur langue, le développement est fermé, parce que nous ne comprendrons jamais le fond de leur langue, parce que nous pensons dans nos langues à nous et on apprend mieux dans sa langue. Et c'est ce que cette maman-là a comme ça véhiculé ce jour-là. On a eu aussi le physicien qui a parlé des formules de la physique, la vitesse de la lumière, c'est un Africain. On a eu aussi les linguistes, celui qui a parlé du zoo, une écriture pour l'Afrique. On a eu le poète qui a parlé des bonnes choses sur l'Afrique. Donc, du coup, il ne manque pas des gens, des talents en Afrique. On est déjà nombreux. Les Africains sont déjà formés, ils s'informent et ils sont déjà en mesure eux-mêmes de gérer l'Afrique et de faire que l'avenir de l'Afrique soit radieux et que l'espoir et que la vie puisse redevenir quelque chose d'enviable et non ce poison que l'Occident est venu s'aimer ici en Afrique, en faisant de l'Afrique un monde à l'envers où tout va dans le sens contraire, où on veut que le fils couche avec sa mère, où on veut que l'homme couche avec l'homme, où on veut que les femmes, les hommes couchent avec des animaux. On a perdu tout sens de l'humanité. Et l'on comprend ce que l'avocat défenseur de l'Afrique dit. L'humanisme, c'est ici. L'humain, c'est ici. Eux, jaloux de cette humanité que le continent africain est le berceau, ils sont venus détruire tout. Et avec le poète, on a entendu que la personne qu'il faut sauver, c'est l'homme. Mais eux, ils s'appuient sur la nature, sur les terres, en laissant l'homme de côté. Ils sont en train de détruire l'homme en gaspillant sa conduite, en détruisant sa moralité. Donc l'homme est déjà tué, on veut sauver la terre et détruire l'homme. Ça, c'est ce que l'homme de l'Occident est en train de faire. Et voilà, l'avocat défenseur de l'Afrique, il a dit non, il a porté sa voix, il a dit non, il a invité ses amis pour le montrer dans diverses options, dans diverses, je dirais, façons de parler. Donc il y a eu des scientifiques, il y a eu des littéraires, il y a eu des linguistes, il y a eu tout le monde. Même un slameur a aussi parlé, qui est ici sur le plateau. Voilà, voilà. Alors, rapidement, Christella, tu étais là, tu étais présente ce jour-là. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu comme message fort, tes impressions? Ok. Moi, je dirais que ce que j'ai pu retenir, c'est que chaque personne à cet événement a défendu l'Afrique sur un point précis. Par exemple, si je prends Maman Diane Peleta, elle vient défendre nos langues maternelles. Elle vient nous sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier nos langues maternelles. Que ce soit le Mundkutuba, le Lari, le Vili, le Kamba, le Lingala, merci, le Lingala, nous sommes en train de les délaisser au profit des langues occidentales. Alors que si l'Africain était un peu plus fier de lui, il aurait pu facilement parler sa langue. Comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, on entend des mamans interdire à leurs enfants de parler le Mundkutuba en disant que non, c'est la langue du diable? Mais d'où est-ce qu'on peut se dire que c'est la langue du diable? C'est notre langue, c'est notre identité. Si on va en Europe, on nous reconnaîtra à travers cela. Et si je vais aussi du côté de M. Saïd Ahmad,
si je ne me trompe pas, c'est ça? Lui, il vient nous rappeler qu'en Afrique, nous avons déjà tout. Qu'est-ce qu'on va encore chercher en Europe? Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'être complexés de leur activité, de leur vie, alors qu'ici, nous avons déjà tout? Nous avons juste besoin de reconnaître notre valeur, de reconnaître la valeur de notre pays, de nos terres, pour pouvoir la cultiver et faire progresser notre Afrique au même moment. Et si moi aussi, je reviens au slammer, qui est aussi présent avec nous sur votre premier poème, si vous pouvez me rappeler le titre. Kamafrik Elombe. Kamafrik Elombe. Voilà. Dans ce premier poème, moi, je dirais que j'ai retenu que vous avez raconté l'histoire de l'Afrique qui a été violée dans son histoire. C'est comme une femme qui a été pillée de sa dignité, a été pillée de son identité, a été pillée de son histoire. On l'a tout arraché. Il ne reste plus rien. Elle est obligée d'accepter l'identité que son époux, l'Occident, l'a imposée aujourd'hui. Et elle est en train d'essayer de reprendre son identité à travers des institutions comme Avocat défenseur de l'Afrique. Il y en a plein d'autres. Comme Mais attention, l'Occident n'est pas son époux, c'est son violeur. Il n'est pas son époux. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a une grande différence. Ah oui, c'est pas son époux, c'est un violeur. C'est son violeur, d'accord. Donc elle est en train de reprendre vie, si je peux dire ça comme ça. Elle reprend vie, elle est en train d'enlever les blessures de son violeur, si on peut dire ça comme ça. Et aussi concernant l'écriture, ça j'ai vu ça comme étant, voilà, le zoo. J'ai vu ça comme étant une belle initiative. Avec M. Pélin-Voutou, Félix Olivier. Exactement. J'ai vu ça comme étant une belle initiative parce que l'Africain, pour écrire sa langue, il a besoin d'une écriture occidentale. Oui, justement. Alors que ça, c'est vraiment désolant. Et si on pouvait pouvoir mettre en place cette écriture, cela va aussi nous aider à pouvoir récupérer un peu de notre identité. Si on prend par exemple les Égyptiens, ils avaient leur écriture. Le hiéroglyphe, si je ne me trompe pas. Et si aujourd'hui l'Africain pouvait aussi reprendre encore une écriture qui serait nommée le zou ou autre chose aussi, ça serait très bien. Parce que ça aussi, ça va nous aider à pouvoir reprendre notre identité. Justement, j'ajouterai à tes propos l'écriture Mandombe qui existe déjà, qui est une écriture africaine aussi. Donc, à côté de cette écriture, s'ajoute justement le zou. Très bien. Donc, alors, les écritures, ça ne nous manque pas. Voilà. C'est donc à nos gouvernants de faire la promotion de ces écritures. Justement. Évidemment. Alors, Monsieur Alexis Bongo, avant qu'on vous pose la question, il est important de dire aux téléspectateurs rapidement que la journée du 25 mai est célébrée en hommage au 25 mai 1963, qui est la date de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Elle a remplacé, premièrement, l'organisation qui a été mise en place par les pays de ce qu'on appelait le groupe de Casablanca. Et ce dernier avait choisi la date du 15 avril 1958, qui était la date de la première conférence des États africains indépendants. Donc ici, il est question maintenant du 25 mai, voilà, de toutes les années. Monsieur Alexis, Kwame Nkrumah disait, il y a un nouvel Afrique, un nouvel Africain, je veux dire, dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes, et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. Vous n'êtes pas cet Africain que disait, c'est vrai qu'il y a Kémy Séba, c'est vrai qu'il y a eu Théophile Obenga, c'est vrai, mais ici au Congo-Brazzaville par exemple, sinon en Afrique centrale, chez les jeunes, auprès des jeunes, la génération d'aujourd'hui, n'êtes-vous pas cet homme noir? Merci pour la question, mais c'est l'occasion ici pour moi de vous dire, et devant l'Afrique témoin, que cette question-là, elle est extrêmement dangereuse. C'est une question à ne même jamais poser, parce que parlons de bilan, vous étiez témoin du fait qu'on n'a pas voulu faire un bilan. On a laissé parler les leaders africains qui étaient là, parce que le bilan est amer. Aujourd'hui, pour répondre à cette question, pourquoi on dit que cette question elle est extrêmement dangereuse? C'est parce que c'est ce que ça sous-entend qui mine le combat panafricain. Aujourd'hui, durant les 5 ans qu'on se bat pour le continent, on a pu constater que les Africains évoluent en rang dispersé. Ils sont animés chacun d'un ego démesuré.
Ils sont trop intelligents pour qu'on puisse leur montrer encore quoi que ce soit. Ils sont déjà trop sages. Vous commencez par dire un mot, il est déjà, tu vas commencer par A, il est déjà Z. Les Africains savent tout, tellement ils savent tout qu'ils ne savent rien du tout. Alors le combat est perdu d'avance. Le combat est perdu d'avance. Donc aujourd'hui le combat panafricain est miné par le fait que tout le monde veut être leader. Personne ne veut être derrière quelqu'un d'autre. Du coup, comment voulez-vous faire face à l'Occident impérialiste en étant tous des leaders? Donc, si vous posez encore une question extrêmement dangereuse comme ça, ça risque d'allumer encore le feu. On dirait que oui, Alexis Bongo a dit que c'est lui, l'Africain, le leader dont on parle. Non, nous ne pouvons pas avoir cette prétention. Et nous disons ici que ce n'est pas nous. Parce que, pour preuve, nous avions emmené ce 25 mai 2022 les leaders panafricanistes que nous avons ici. Il y a une fédération des leaders, justement. Voilà. Mais dans ce sens-là, si nous disons que cet Africain, c'est chacun de nous, au lieu que ce soit une seule personne, voilà, chacun de nous doit contribuer dans ce chacun de nous est avocat défenseur de l'Afrique. On ne peut pas être fille et fils d'Afrique sans être défenseur de l'Afrique. On ne peut pas l'être. On ne nous a pas appris ça à l'école, mais maintenant nous apprenons. Nous apprenons. Grâce au combat panafricain. Et donc, le thème de notre rencontre du 25 mai, du 5e anniversaire, c'était comprendre le monde, comprendre l'Afrique, avec cette question, que doivent comprendre les Africains aujourd'hui? Et nous répondons à cette question en disant, les Africains doivent comprendre qu'ils évoluent en rang dispersé. Et aussi longtemps qu'ils le feront, et rien ne se fera de bon. On doit revenir à Kwame Nkrumah, pas dans ce qu'il a dit, dans la prophétie qu'il avait faite là. Ça, Dieu seul sait, ou les dieux savent. Nous le savons déjà, c'est chacun de nous. Mais chacun de nous, voilà, c'est chacun de nous. Mais dans le fait qu'il dit, l'Afrique doit s'unir ou périr. Nous avons le choix aujourd'hui, soit de l'unité, soit de ou bien nous nous unissons et nous gagnons ensemble, ou bien chacun pour soi et nous mourrons tous. Donc l'Afrique doit s'unir ou périr. Voilà pourquoi nous profitons de l'occasion comme pour rappeler à tous les leaders panafricanistes du Congo que nous respectons beaucoup, chacun dans son domaine, genre Serge Mbongo avec Royal Nation. Royal Nation. Ils sont nombreux, on ne peut même pas les citer tous. Genre le Umoja, le président du Umoja, son nom m'échappe au dernier moment, qu'il m'excuse. Tous ces leaders, nous devrions fédérer nos énergies. Et donc, c'est le rendez-vous que nous avons avec le professeur Théophile Obenga, surtout nous les Congolais, comme lui-même est encore en vie. Donc, bientôt, nous allons les appeler. Et nous aurons une rencontre avec le professeur Théophile Obenga pour mettre en place la fédération des leaders panafricanistes du Congo. Mais très rapidement, M. Alexis, vous avez, il y a votre intervention. Parce que c'est ça qui va introduire, ou bien qui va montrer la voie de l'État fédéral d'Afrique, cher au professeur Théophile Obenga. Vous ne pouvez pas atteindre l'État fédéral si vous-même, vous n'arrivez pas à vous fédérer. Justement. C'est impossible. Alors, très rapidement, chers téléspectateurs, nous allons encore suivre une image sur l'avocat défenseur de l'Afrique, son intervention, son mot de ce jour, du 25 mai. Technique. Merci à tous ces leaders qui ont bien voulu se déplacer aujourd'hui pour contribuer à cette grande messe du panafricanisme, sinon de l'Afrique. Mon frère Bélé, Maman Diane, le professeur Roland Muxong, Pierre Temou, Boutacita, Serge Bungu, M. Saïd Ahmad et M. Val Goma. Sans oublier ce très grand baobab du panafricanisme qu'est Obameka Bosso. Merci d'acclamer pour tout ce beau monde. Très bien. C'est un grand honneur, le plus grand des honneurs, le sommet de la pyramide des honneurs que de recevoir le professeur Théophile Obenga. Le patriarche, malgré le poids de l'âge, répond toujours présent chaque fois que nous avons besoin de lui. Parce que jusqu'au dernier souffle, il se bat pour l'Afrique et il nous transmet le flambeau.
Je me rappelle une fois des jeunes qui arrivent chez le professeur pour dire nous organisons une grande conférence, il faut que vous arriviez. Il dit oui, mais quand est-ce que vous allez apprendre à parler vous-même? Parce que moi je ne serai pas éternellement avec vous. Quand est-ce que vous allez dire prendre les choses en main? Donc pour nous, tous tels que nous sommes au Bamé Gakoso, à moins que tu me dises le contraire, nous sommes à l'école. 25 mai 2017, tous les intellectuels du Congo, bardés de diplômes, ils ont dit c'est quoi l'avocat défenseur de l'Afrique? Il sort de quelle école? Il est à quelle parole? Inscrit à quelle parole? C'est quoi ce cinéma? Nous ne viendrons pas. Ils ont refusé, ils sont restés assis à la maison. Mais le plus haut de tout ça, de tout ce beau monde-là, dès qu'il entend parler, il dit j'arrive. Et à la préfecture de Brazzaville, le professeur était arrivé et nous avait délivré la leçon selon laquelle les États-Unis d'Afrique, qui sont la première puissance mondiale, ont commencé par des jeunes. Cette histoire a commencé par des jeunes qui s'étaient rassemblés un jour et qui avaient décidé de créer l'Union. Aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale, tous. Nous sommes d'ailleurs, nous sommes loin derrière, n'est-ce pas, Obama, à des kilomètres. Quand on dit États-Unis, on peut plus dire Congo, on peut Afrique, nous, tout le continent à côté. Donc ce jour-là, le professeur était venu et avait mis fin aux querelles de ces intellectuels, à leurs égaux. Et ce jour-là, il avait, comme il dirait, béni l'avocat défenseur de l'Afrique. On acclame pour le professeur, s'il vous plaît. Je sais que Bambi Nakoso n'est pas chrétien, il n'est pas croyant, il n'aime pas trop Dieu. Mais on dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Même Saïd Ahmad, le missionnaire très charismatique qui fait très bien son travail pour sa communauté, c'est que si Allah a déjà parlé, qui d'autre peut avoir un mot à dire? Personne. Du moment que le professeur Théophile Obenga avait déjà dit oui, tous les intellectuels de Congo et d'ailleurs, on n'avait plus besoin de leur opinion. Mais une chose est de déplacer ce dernier des dinosaures du combat panafricain, de l'égyptologie, de la philosophie, de l'histoire. Parce qu'on se rappelle bien que le professeur Obabé, toi tu ne m'avais jamais dit ça, mais le professeur nous a dit ça. Tous ces grands savants historiens occidentaux là, c'est des nuls. Ils ne connaissent rien de l'histoire de votre continent. Ce n'est pas à eux de vous enseigner. Et s'ils insistent, demandez-leur quelle autorité, quelle légitimité, quelle compétence. Ça a révolutionné tout le monde. Ça a créé une rébellion culturelle. Et du coup, nous ne sommes plus complexés devant ces historiens. Du moment que le professeur Théophile Obenga, chef comptable Diop à l'époque, au colloque du Caire, c'est toi qui connais ces choses en 1974. Octobre 1974. Octobre 1914, j'ai Obamé Nakoso. Un grand savant. Au moment qu'eux, ils avaient... on dit quoi? Ils avaient fait taire tout le monde, tous ces grands savants. C'était déjà quoi? Dis ça en 2 mots. Ils avaient amené un parterre de leurs soi-disant plus éminents chercheurs en égyptologie, en linguistique, en histoire. Des occidentaux. Inutile de vous dire, tous à la peau blanche. Face à eux, 3 négro-africains. Le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Alors, à l'époque, en 1974, je ne suis pas sûr que le docteur Théophile Obenga était déjà professeur, au sens académique du terme. Et il y avait également un Soudanais, Abdallah. Abdallah, pour ceux qui aiment la linguistique, ça veut dire serviteur d'Allah, serviteur de Dieu. Alors, ils étaient 3 face à des gens qui, d'après les Occidentaux, d'après l'UNESCO, avaient l'autorité, la compétence et la légitimité. Et malheureusement pour eux,
pour parler trivialement, que mes enfants ici présents m'excusent. Ils sont repartis la queue entre les jambes, mais nous n'en dirons pas plus, allez chercher. On acclame pour Obambe Gatouche. On acclame très fort, on n'est pas oublié ici. Voilà, en fait, on est ici pour l'Afrique. Ça doit se venir de l'intérieur. Ça doit bouillonner comme les poèmes d'Aimé Césaire. Quelqu'un disait, Aimé Césaire, c'est comme un volcan en éruption. Mais c'est comme ça que nous devons être. C'est cette fierté-là. C'est ça, les grains aimés par le professeur et tous les panafricanistes qui nous ont précédés, comme qui? Dis-moi un peu, tous ceux qui ont précédé là. Depuis Marcus Garvey, c'est toi qui connais. Ils sont trop nombreux. Oui, si alors, on peut citer Marcus Garvey de la Caraïbe qui s'est retrouvé aux États-Unis et en Angleterre. On peut revenir sur le continent avec Kwame Nkrumah, voilà, qui est l'un des rares chefs d'État africains à avoir écrit sur le panafricanisme avant de prendre le pouvoir et qui, lorsqu'il est arrivé, a réellement pratiqué le panafricanisme. Je tiens à insister dessus parce que ces livres aujourd'hui sont traduits et continuent à être vendus. Lui, il a lié la théorie à la pratique. Nous avons Amilcar Cabral qui est assassiné quasiment la veille de l'indépendance de la Guinée-Bissau, qui lui aussi avait lié la théorie à la pratique. Il a donné des armes aux femmes et aux hommes de la Guinée-Bissau afin qu'ils se libèrent. Lorsque Cuba disait, nous avons des armes, nous avons des infirmiers et nous avons des soldats, Cabral disait, donnez-nous les infirmiers, donnez-nous les armes, mais gardez les soldats parce que nous ferons de nos hommes et de nos femmes des panafricanistes des soldats. On acclame pour Obambe Gatouche. Voilà. Le mal de l'Africain, c'est quoi? Quand il ne sait pas, il se débrouille. Il fait comme s'il savait. Or, nous autres, panafricanistes et disciples de Théophile Obenga, quand nous ne savons pas, nous demandons celui qui sert. Et puis c'est tout, on acclame pour moi. C'est tout. Au lieu de prendre des notes et de venir vous les lire comme si je savais aussi. Non, nous sommes tous à l'école. Il me reste une minute, ok. Donc la minute qui me reste, c'est pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Par devers vous, il y a toutes nos familles, il y a tous nos parents, pères, mères et enfants à qui nous devons transmettre le message. Il y a nos parents, amis et connaissances qui ne sont pas ici. Mais lorsque le message leur parviendra, ça va les intéresser. Et évidemment, il y a les journalistes heureusement ici pour que, à la télé, ce message arrive partout. Bon, mais je disais que le professeur l'avait fait. 5 ans plus tard, il revient pour constater est-ce que les grains sémés ont germé. Je crois qu'avec tout le panel qui est passé ici, on a entendu des choses et d'autres. Et nous ne sommes pas dignes de vous dire ce que nous avions fait. Non, ça a été dit par les autres. Et nos avancées et nos difficultés rencontrées sur le terrain, et même les perspectives, tout a été dit. On se réserve de dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire. On est fiers de ça. Mais, puisque le patriarche est arrivé, tous tels que nous sommes ici, on avait prévu lui faire honneur en déballant devant toute l'Afrique ici un cadeau que nous estimons digne de lui. L'Afrique ensauvagée a repris les couleurs. Et donc, Maman Dia, si vous pouvez aller déchirer ces papiers-là pour que le professeur et le public découvrent qu'en est-il de l'Afrique aujourd'hui après tout le travail qu'il a fait. On regarderait la caméra, hein, Maman Diane, pour que tout... attendez, reculez. On le montre au public. Voilà l'Afrique. Mais on acclame très fort, on n'est pas oublié ici. Professeur, ça, ce sont les couleurs que vous aviez comme ça redonnées à notre continent. Et donc,
Mesdames, le tableau, il peut être posé d'abord ici. On peut le poser entre les deux ici. Malgré le décalage, j'ai eu l'occasion... Mais voilà, donc... c'est pas facile de... On a quoi pour dire que ça, pour nous donner... Parce que là, on était tous en fait, on était tous dedans. Mais rapidement... Oui, mais donc, je crois que tout est dit là-dedans. Hein, tout est dit là-dedans. Et donc, aujourd'hui, c'est... redonner, enfin, que dire aux Africains? Leur dire qu'ils ne sont pas des nuls comme on leur a fait croire depuis longtemps. Et faire comprendre aux leaders panafricanistes que si nous unissons nos forces, si déjà la brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique, je peux me retourner pour que les gens lisent ça. Hein? Oui, allez-y. Avec votre permission, ce qu'il y a dans le dos, c'est brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique. Alors, si la brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique parvient à elle seule à organiser un événement, combien plus forte raison si tout le monde s'y met. On a Royal Nation, on a Umoja, on a tout ce beau monde-là. Si tout ça met la main dans la pâte pour un même événement, donc au lieu d'aller au centre culturel Zola, que nous aimons beaucoup, il n'y aura plus assez de place. Ça serait au Palais des Congrès. Voilà, par exemple. Au Palais des Congrès, par exemple. Pour avoir beaucoup plus d'espace, parce que tous les leaders panafricanistes auraient comme ça là, appelé tous ceux qui sont derrière eux pour que nous constituions un bloc. Et c'est ce bloc-là, nous lançons un message à tous ces leaders, ceux qui se reconnaissent leaders panafricanistes, que le Congo, notre pays, est largement en retard. Le panafricanisme chez les autres, ça a déjà fait trembler l'impérialiste, la France. Le panafricanisme au Mali, ça a atteint la présidence de la République, avec le charismatique président Assimi Goïta, que nous saluons, à qui nous rendons hommage, avec Choguel Maïga, le Premier ministre. Et ils ont compris et ils ont rompu les accords impérialistes que nous dénoncions sur ce plateau. Donc demain, il faut que... C'est un exemple à suivre, que tous les pays africains se démarquent de cette affaire-là. Mais pour qu'on y parvienne, il faut que les leaders panafricanistes congolais soient d'abord unis, unifient leurs forces, parce que France Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et tant que cette gâchette n'est pas encore mise en place, peine perdue. Donc, qu'ils ne s'étonnent pas que nous les appelions ces deux matins, pour que nous nous réunissions tous sous la supervision du professeur Théophile Obenga, qui est d'ailleurs notre président d'honneur, pour la constitution de la Fédération des leaders panafricanistes du Congo. Très bien. En parlant du professeur, du professeur Théophile Obenga, il y a eu son intervention aussi lors de cet événement. Donc très rapidement, nous allons suivre une partie de son intervention, et lors de la prochaine émission, nous suivrons ensemble l'intégralité de son intervention. Alors, il faut leur dire un petit extrait. Un petit extrait, justement. Justement. Bien avant. Moi, je crois que les choses avancent. Hier, j'ai eu un groupe d'amis sénégalais qui sont venus ici. Ils ont un événement, ils ont choisi le Congo pour lancer aussi un mouvement panafricain. Il commence à Pointe-Noire et le 1er juin, il sera ici à Brazzaville. À Cotonou, au mois de juin, Cotonou et le Ghana, c'est-à-dire l'université de Lagos du Ghana et l'université de Cotonou, vont faire un hommage. Je serai là. Et puis à Yaoundé, à la fin de l'année, il y aura un prix panafricain depuis Paris. Les gens vont descendre à droite. Un peu partout, il y a un comité à Nairobi, comité de changer les programmes africains pour éveiller un peu la jeunesse africaine. Ils m'ont sollicité pour aussi être dans le comité. Donc partout les choses avancent, parce que même ici au Congo, on n'aurait pas imaginé un parti comme celui-ci. Il y a 10 ans, il
il y a 20 ans, il y a 15 ans, on n'aurait pas imaginé que spontanément, les Congolais viennent avec le main nue, mais avec leur cœur et leur intelligence. On n'aurait pas imaginé ça. Donc les choses avancent. Les choses avancent et ceux qui lisent l'Afrique le savent. Même le président français, l'Élysée, là où il joue la géopolitique africaine, au lieu d'inviter comme toujours les chefs d'État, la France-Afrique, etc., il préfère discuter avec les jeunes maintenant. Parce qu'ils seront responsables dans 20 ans, 30 ans. Ça sera eux les chefs africains, qu'on le veut ou non. Donc ils préfèrent déjà investir dans le futur. Il faut que la France-Afrique, avec tous les chefs d'État présents, non, il faut avec les jeunes, même en contradiction avec les jeunes, parce qu'ils savent que c'est eux, réellement l'avenir dans 20 ans, ils auront les rênes du pouvoir sur le continent africain. Donc les choses changent partout dans le monde, partout ça change. Voilà, nous avons extrait ceci pour vous montrer que, évidemment, Théophile Obenga était avec nous. C'était donc l'extrait de son intervention et lors de la prochaine émission, nous allons vous montrer l'intégralité de son intervention. Alors, rapidement, Freshnel, il y a un mot, une impression? Oui, le mot c'est que, comme on le dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut commencer. Donc, M. Alexis Bongo a pris son courage et a commencé en disant qu'il est avocat défenseur de l'Afrique. Eh bien, ce n'est que son courage illustre, je dis, son courage illustre tout ce que nous sommes. C'est-à-dire, ce n'est pas que lui seul, nous sommes nous tous des avocats défenseurs de cette Afrique-là. Nous devons être ces avocats-là. Nous devons défendre l'Afrique. Et vous avez entendu ce que le professeur a dit. Les choses avancent. Vous avez vu, vous suivez les images du drone. Ce n'est pas un blanc qui a manipulé ce drone-là. C'est un Africain, un Bantou qui a manipulé. Tout ce que vous suivez, ce ne sont pas des blancs qui étaient là, mais c'était des Africains qui ont tout fait. Donc nous pouvons tout faire, ce qui se fait en Occident, ce que nous suivons chez les Blancs, on a tout ça là ici en Afrique. On a notre Nollywood, on a tout. Tout ce qu'ils font, nous pouvons le faire. Donc nous ne devons pas nous sous-estimer. Il faut que nous puissions être conscients de ce que nous sommes, de nos potentialités. Nous allons développer notre Afrique. Très bien. Christella, rapidement. Ce que moi je pourrais dire, c'est que ça me fait vraiment plaisir en tant qu'étudiante d'avoir eu la possibilité de participer à ce genre d'événement. Parce que moi, ça me donne l'espoir pour nous qui sommes la prochaine génération. Parce que si aujourd'hui nous avons des grands, des adultes qui nous mettent déjà sur la voie, ce qui veut dire que nous, en tant que prochaine génération, nous allons nous aussi poursuivre ce combat-là pour qu'un jour l'Afrique devienne, comme je pourrais dire, les États-Unis d'Afrique, pouvoir se réunir et se battre contre les idéaux que l'Occident nous a apportés. Très bien. Monsieur Alexis? Oui, mais c'est magnifique d'entendre ça. La génération future, les générations futures par Christella ici, sont ravis de découvrir, on peut dire qu'ils viennent de voir la lumière, n'est-ce pas? Ces jeunes du futur, ces jeunes d'aujourd'hui, les bébés d'aujourd'hui, qui vont diriger l'Afrique demain, voir la lumière à travers nous. Nous pouvons être fiers et dire mission accomplie, mais ça va de pair avec ce que le professeur Théophile Obenga nous avait dit quand nous sommes allés chez lui pour qu'il vienne encore une fois parrainer le 5e anniversaire. Il dit ceci: j'aime le fait que nous nous battons pour mettre dans la tête de nos enfants l'idée du panafricanisme. Parce qu'on pourra tout leur ravir, sauf cette idée-là, qui va germer, qui va pousser, qui va grandir. Et demain, c'est eux qui vont diriger nos pays, qui vont diriger le continent. Et ils vont le diriger sur la base de cette idée que nous avions déjà mise dans leur tête. Et donc, nous pouvons dire, pour ces 5 premières années, il a été question de mettre dans la tête des filles et fils d'Afrique l'idée du panafricanisme. Justement, il faut inculquer à nos enfants le panafricanisme. Ça m'inspire quand même cette phrase. Inculquer aussi à nos enfants congolais le patriotisme. Aujourd'hui, nous sommes simplement des Congolais, mais nous ne sommes pas des patriotes. Ça, c'est très important. Mais
nous atterrissons, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons vous quitter avec des belles images. Hein. On a prévu pour vous un album photo. Monsieur Alexis a quelque chose à dire rapidement? Non, du tout. Tout est dit. D'accord. Donc, mais de toute façon, il y a la deuxième partie de cette émission. Donc voilà, technique. Ernick, nous avons besoin de nos photos, s'il vous plaît. Tango e komaka, kaina komi moto,